On est de retour sur la chaîne Basket Session, nouveau CQFR. Shai, aujourd'hui, je te propose de discuter d'un sujet qui n'est pas vraiment dans l'actualité. En fait, c'est un post que j'ai vu sur Reddit, une question qui a été posée par un fan de basket. Bon, j'ai évidemment oublié le nom, mais bon, c'est pas important ici, no offense. Il se demandait, est-ce que Victor Wembanyama, il serait pas déjà le deuxième meilleur pivot NBA derrière Nikola Jokic? C'est une question, je pense, qui peut diviser pas mal de monde. Je pense qu'il y a plusieurs réactions différentes. Il y a ceux qui se diront, bah, c'est évident. Ceux pour qui la question, en fait, elle se pose même pas, genre pourquoi vous en faites un débat. Il y en a d'autres, j'imagine un peu plus chafouins, qui par premier réflexe se diront, mais non, attends, comment ça, il y en a d'autres. Certains devront réfléchir, d'autres non. Toi, tu te poses où sur cette question? Quel est ton type de réaction à ça, en fait? En fait, moi, ça me fait tout de suite me demander qu'est-ce qu'on appelle pivot, enfin, quel joueur rentre dans la catégorie pivot. Alors, ça va avec l'époque aussi, qui est poste 4, qui est poste 5, qui on inclut dedans. Pas Tu vois, faux. moi je me demande tout de suite, est-ce qu'on met un Yanis dans la conversation, par exemple, alors que c'est pas un pivot traditionnel, c'est des mecs qui jouent souvent poste 5, mais Je pense qu'on ne met pas ouais, Yanis dans la conversation. ok. C'est vrai que là, il y aurait Big Man, on pourrait Hmm. mettre Yanis. Imaginons qu'on ne mette pas Yanis dans la conversation, mais qu'on met un garçon comme Anthony Davis. Ok, oui, Anthony Davis, ouais, je pensais le compter dedans de toute manière. Bon, on inclut. En fait, il faut réfléchir déjà au pool de joueurs qui sont concernés par la question. C'est-à-dire que on met forcément Joel Embiid, même si du coup sa santé entre en ligne de compte. Et après, c'est des joueurs type Bam Adebayo, Holmgren, Şengün, voilà. On est d'accord que c'est ce pool-là. C'est ça. Je voudrais juste pas oublier quelqu'un, c'est pour ça dans la réflexion, parce que Mais juste pour être toi, justement, sans trop réfléchir, parce qu'après, je peux te donner les noms, mais sans trop réfléchir, juste, est-ce que tu es plutôt du genre, c'est évident, ou est-ce que d'un coup, ça te fait tiquer de te dire, ah ouais, Wembanyama, il est déjà peut-être le deuxième meilleur pivot de la ligue? moi je vais te dire, enfin, pour moi, c'est avec ce qu'il a déjà montré. Alors, il a été freiné par la thrombose et on l'a pas encore vu en playoff, mais avec ce qu'il a montré, le fait qu'il était en lice pour être le meilleur défenseur de l'année, qu'en même temps c'est un top scorer, enfin, il avait déjà des stats au scoring impressionnantes. Toute la panoplie, oui, ça me choque absolument pas, sans aucune réflexion après, hein. Ouais, ouais, bien sûr. Bah C'est oui, c'est- c'est d'abord la première réaction, ouais. oui, j'ai envie de dire Jokic est intouchable avec un Embiid dont le Embiid d'il y a 2 ans, la question se pose pas pour moi, Embiid est devant. Mais à l'heure actuelle, si la question c'est maintenant, ouais, je pense comme ça que je dirais qu'il est déjà le deuxième meilleur pivot de la ligue. Ça veut pas dire que ça va se traduire forcément par une lutte pour le MVP ou que les Spurs vont aller très loin, mais juste sur l'individualité qu'a Victor déjà. Si on considère il dit qu'il va revenir en pleine possession de ses moyens après la thrombose, il a repris l'entraînement. Ouais, franchement, oui, sur le talent, est-ce qu'il a déjà montré? Je pense que c'est peut-être déjà le deuxième meilleur pivot. Alors, il y en a d'autres qui sont allés loin en playoff, d'autres qui sont sans doute pas très très loin, plus accomplis, plus matures. Sur ce qu'il propose déjà, oui, je pense que c'est déjà le deuxième meilleur pivot de la ligue en fait. C'est marrant parce que moi, quand tu vois, donc, quand j'ai vu ce post Reddit, sur le coup, ça m'a un peu. Je me suis dit, ah oui, quand même, Wembanyama, il serait déjà le deuxième meilleur pivot. Je lis ce que le gars écrit en dessous. Il dit, ouais, je pense qu'on peut déjà le mettre devant Anthony Davis, devant Joel Embiid. Sur le coup, ces deux noms-là, je me dis, ouais, pourquoi pas. Alors, c'est un peu délicat parce que là j'inclus, finalement, tu es obligé d'inclure dans plus fort, tu vas inclure plus fiable, sachant que Wembanyama a quand même manqué beaucoup de matchs, mais il y a cette idée avec Embiid, tellement d'interrogations. On a encore d'ailleurs récemment je sais pas si tu as vu des rumeurs, des gens qui pensent que c'est la fin et que c'est pour Ouais, ça qu'il y a un gros article qui est sorti sur non mais ESPN. c'est Keith Pompey qui est alors certes un insider mais qui est en guerre ouverte avec Embiid et avec une partie des Sixers depuis des années. Donc je pense qu'il faut relativiser. Après oui, en brut avec Bien sûr, toutes tu les as bien blessures, raison. l'état de ses genoux et tout ça, oui, tu peux te demander s'il est pas plus proche de la fin, c'est certain. Mais ouais, je te laisse reprendre, pardon. Non, mais non, non, pas de souci. Tu fais très très bien de le préciser, effectivement, notamment là sur Pompi. Euh, Après, le réflexe que j'ai eu, c'est d'être un peu de chercher, de réfléchir, de regarder la liste des pivots et juste sans creuser, je me suis dit, ah ouais, Victor Wembanyama, c'est peut-être déjà le deuxième meilleur pivot de la ligue, ce que je trouve assez fou. Moi, je trouve ça assez fou. Pour l'instant, il a joué que 2 saisons, dont une finalement, il joue à peine plus de la moitié, à peine. Après, maintenant, je peux te donner des noms. Parce que du coup, si on creuse, il y a un nom qu'on oublie beaucoup d'ailleurs. Et j'ai trouvé que le nom le plus oublié, c'était peut-être celui de Karl Anthony Towns. Hmm. C'est-à-dire qu'il y a Joel Embiid, sur les pivots en gros, qui peuvent être concurrents. Jokic est au-dessus du soleil, il n'y a pas de souci, ça, on est tous d'accord. Joel Embiid, avec les interrogations sur ses blessures,
On peut voir comment on le prend. Anthony Davis, est-ce que c'est vraiment un moins bon joueur que Victor Wembanyama aujourd'hui? Je trouve ça délicat, c'est difficile. Il peut y avoir matière à débat. Après, il y a des joueurs comme Domantas Sabonis, Alperen Sengun, Bam Adebayo, tu l'as dit. Je pense que Karl Anthony Towns mérite quand même clairement d'être dans cette Oui, discussion du bien sûr. deuxième meilleur pivot. Je trouve ça assez dur de l'écarter. Et derrière, c'est tout, je pense. Je pense que c'est tout. Je Mais vois dans, pas de gros pivots que j'aurais oublié là, de pivots stars. mais dans tous les noms qu'on a essayé que tu as cités là, euh, lequel déjà est impactant des deux côtés du terrain? Vraiment à haut niveau, hein, j'entends. Et j'estime. Alors Victor a pas encore tout. Tu l'as dit, il a fait Ouais. une saison et demie dans une équipe qui. Bah, Davis, quoi. Il y a Pardon. Davis. Ouais, Non, non, mais il y a Davis parce que Bam Adebayo, c'est élite en défense et c'est correct en attaque, mais il a jamais fait le saut qu'on espérait. Karl Anthony Towns, c'est élite en attaque, c'est faible en défense. Ponctuellement, il peut s'adapter dans des ouais, défenses ouais. collectives. Je dis pas que c'est des catastrophes ambulantes, hein. Sabonis, c'est élite en playmaking et donc offensivement, mais en défense, c'est pas élite. Quitte à citer d'autres, Sengun, c'est déjà élite en attaque, je trouve. Sur le plat, pareil, sur la panoplie playmaking, même finition, il est très bon, rebond, mais défensivement, c'est pas encore ça. Victor, c'est déjà, en, en théorie, et tout le monde le sait que c'est déjà le meilleur défenseur de la ligue, en tout cas le meilleur défenseur intérieur. Et en attaque, on a vu les cartons offensifs déjà qu'il était capable de faire. Alors, c'est encore une fois sur une individualité, mais est-ce que aujourd'hui tu mets Wembanyama à la place de un tel ou un tel, est-ce qu'il fait pas encore mieux que ces mecs-là? Que tu mets Wembanyama à New York, est-ce qu'il fait pas mieux que Kat, par exemple? C'est délicat. Offensivement, il mettra pas autant de 3 points tout de suite, parce que Kat, maintenant, c'est un joueur bien fini, à droit à 3 points. Mais si tu le mets, l'impact, il est tellement différent, je pense. Ce qu'il apporte en défense, plus le niveau où il est déjà en attaque, et il y a de la marge de progression, ouais, moi, je le mettrais devant Kat, en fait. C'est juste, t'as raison hein, de parler du two-way, c'est intéressant. D'ailleurs, la question que tu viens de poser, combien impact des deux côtés, est très Il y intéressante. a que Embiid, Juste, en ouais, il y théorie. a quand même je vais mettre quand même une légère limite au côté two-way player, juste se faire gaffe. Parce que si on prend ce raisonnement de ah, mais il faut que tu impactes des deux côtés du terrain, Desmond Bain, il devient plus fort que Luka Doncic, tu vois. Alors, je pense qu'il n'y a aucun monde où on se pose la question Non, parce est-ce que que Desmond Bain est meilleur que Luka Doncic? Parce qu'en fait, l'attaque englobe plein de choses, la défense englobe plein de choses, et tu peux être beaucoup plus complet qu'un autre joueur tout en étant un one-way player. ouais. C'est possible. Si tu Puis, maîtrises tellement l'arsenal oui, et puis offensif et tout Lucas, ça. Lucas est trop haut en finition, playmaking, création de danger, tout ça. Bane est élite en défense, mais son niveau offensif, il marque des points, mais il n'est pas élite en attaque. Tu vois ce que je veux dire? Il va faire des saisons, il va mettre peut-être 20 points, mais ça ne le rend pas pour moi élite en attaque. Ça a fait un scoreur fiable. Mais si on fait un graphique, si on fait des stats, les barres de Lucas sont tellement hautes que. Mais moi, pour moi, les barres de Victor en attaque, elles sont très correctes et pas si loin que ça d'être élite parce qu'il marque beaucoup de points. Et en défense, elles sont comme ça. Alors que Ouais. 4, c'est très haut en attaque, mais c'est tellement plus bas. Je prends juste 4, c'est pas pour le cibler, mais je Non, peux, non, mais si, mais bah, je pense que c'est un de ses principaux concurrents sur le poste de ouais, pivot, donc c'est très intéressant de je prendre peux ça. prendre Adebayo qui est top et vraiment élite en défense, mais qui va être vraiment moyen. Ce serait marrant de faire un graphique ou des choses comme ça en estimant à peu près Mm, avec des stats. mm. Moi, je suis pas un statisticien, mais tu vois ce que je veux dire. Et pour moi, dans cet ordre-là, sur le côté two-way, de manière raisonnable et en pondérant par rapport au niveau des uns sur le playmaking, la finition, pour moi, il y aurait que Embiid. Sauf qu'Embiid, il perd des points sur un autre secteur qui est fondamental. Embiid, aujourd'hui, j'ai du mal à le mettre devant Wembanyama parce que j'ai du mal à me dire qu'Embiid, un, on va le revoir suffisamment et deux, on va le revoir à son meilleur niveau. J'ai des interrogations. Bien sûr, Embiid, il y a encore un monde où il revient très fort et du coup, ça va sembler ridicule aujourd'hui cette discussion de se dire, Wembanyama déjà devant Embiid, je veux dire, il est MVP, c'est quand? C'est il y a 2 ans, c'est en 2023. Mais j'ai trop de questions, limite moi, ce serait plus Anthony Davis, Karl Anthony Towns. Tu vois, je me dis Anthony Davis quand même, il maîtrise tellement d'aspects. Donc là, à l'instant T, si on prend sur tout ce qui s'est passé derrière nous, je peux encore mettre un monde où je me dis: «Bah non, quand même, Anthony Davis, il est devant Victor», Ouais, tu ouais, vois? bien Je veux dire, sûr, ça il se maîtrise comprend. plus de trucs. Mais en fait, comme on est l'été, tu es obligé de prendre un peu une part de projection. Je me souviens quand je faisais des top 100 pendant l'été, je pouvais pas prendre que la saison écoulée, en fait. Tu étais obligé des fois de te projeter sur ce qui allait se passer et j'ai l'impression qu'Anthony Davis, on a déjà commencé le déclin, même peut-être très léger. Tu sais, le déclin très léger quand tu es très légèrement
past your prime, quand tu es juste après ton apogée là et que tu commences à décliner, quand tu es encore fort, mais que tu es plus au top de tes capacités par définition. J'ai l'impression qu'Anthony Davis, on rentre légèrement dans cette zone où ça va commencer graduellement par décliner, alors que je me dis que Victor Wembanyama, pas dès son retour, mais dans quelques mois, quand il aura vraiment repris sa marche en avant, ça peut être absolument la troisième saison, celle où tu décolles, quoi. Ça peut être celle où je vais donner les stats de Wembanyama quand même l'an dernier sur son passage, donc 46 matchs, c'est faible effectivement, 24 points par match, 47 au tir, pas mal pour un gars qui prend autant de tirs de loin, 35 à 3 points, il n'est pas si loin de Karl Anthony Towns dans ce domaine, sachant qu'il en prend quasiment 9 par match. 83 au lancer, c'est important de le souligner, 11 rebonds, quasiment 4 contres, quasiment 4 passes. On est quand même sur un joueur qui statistiquement était élite, clairement. Et c'est pour ça, j'allais partir sur le côté fiabilité pour Anthony Davis, parce que c'est rarement des très gros trucs, Davis, mais on sait qu'au fil des ans, alors, il était devenu même super fiable, hein, il enchaînait les matchs, c'était vraiment des trucs insignifiants, puis il y a eu le truc à Dallas où il a un peu de mal à revenir. On pourrait me répondre que Victor non plus en termes de fiabilité, vu qu'il y a eu la thrombose, mais pour moi c'est différent d'avoir des blessures au niveau des articulations et des trucs récurrents vraiment physiques, et une thrombose qui a priori ne devrait pas revenir, vu que ça a été bien traité et qu'il y a récupération à 100%. C'est pour ça, je comprendrais qu'on mette Anthony Davis, parce que vraiment même moi j'ai un peu changé d'avis. J'avais toujours vraiment l'impression qu'il jouait à 50% à chaque fois, parce qu'il marchait sur des œufs, il était un peu fragile. Et ces dernières années, il a quand même été vraiment fiable. Donc ça, c'est assez indiscutable. Donc j'entends qu'on puisse le mettre encore devant sur l'expérience, sur le côté two-way. Mais là, si on se projette un peu, comme tu disais pour les top 100, je pense vraiment que Victor va rendre la chose assez indiscutable. Sauf si on est sur un scénario où Joel Embiid a profité de toute la période de repos, des opérations diverses, du fait qu'il n'y ait pas cette fois de compétition internationale avec toute la pression qui s'accompagne de ça, qu'il a dû gérer au moment de jouer avec Team USA au JO. Si on a le Joel Embiid d'il y a 2 ans, il n'y a pas photo non plus. La victoire n'est pas encore à ce niveau-là, on est assez d'accord. Mais ouais, je pense qu'on va très possible qu'à la fin de la saison prochaine, on se dise oui, il est incontestablement deuxième pivot, c'est le deuxième meilleur poste 5 de la ligue, c'est possible. Tu sais, j'ai dit en regardant en arrière, peut-être je réfléchirais avec Davis, mais même en regardant en arrière, je suis pas certain que je mettrais Davis devant Victor, tu vois. Mais par contre, je pourrais me poser la question. Mais c'est vrai que si on regarde vraiment que devant, Victor, ouais, il y en a déjà, il était déjà parfois mentionné comme un joueur qui était borderline, l'un des 10 meilleurs joueurs de la ligue. Alors bon, après, c'est des classements individuels, ça veut pas toujours dire grand-chose, mais je pense effectivement qu'on est le côté plus fiable aussi. Ce que tu dis sur la thrombose est très vrai. À mon avis, Victor, il a quand même joué 71 matchs dès sa première saison dans la ligue. J'espère, je touche du bois pour lui, qu'il n'y aura pas de petites blessures, de petits pépins. J'ai l'impression qu'il maîtrise très bien son corps. Et je serais tenté de le mettre aujourd'hui comme un meilleur joueur, comme un meilleur joueur que ces gars-là. Pour moi, c'est acté qu'il est meilleur que Sabonis, évidemment. Que Şengün, pareil, je suis assez convaincu que oui. Que Bam Adebayo, Bam a l'air évidemment plus expérimenté, peut-être sur certains match-ups, sur certaines séries de playoffs. On n'a pas vu Wembanyama en playoffs. Mais dans l'ensemble, je prendrais quand même largement assez nettement Victor devant Bam Adebayo, devant Chet Holmgren aussi. Et ouais, je pense que c'est le deuxième meilleur pivot de la ligue. Je crois que c'est pas la même classe de joueurs en fait. C'est pas manquer de respect. Adebayo, c'est un All-Star, c'est un défenseur absolument élite, mais ce sera jamais la première option d'une équipe. Alperen Şengün, c'est pas impossible. Alors après, il faudra voir. Houston, c'est un contexte différent, mais je pense que ça peut être un numéro 1 Şengün tellement il est surdoué dans certains aspects, mais ça reste à démontrer. Sabonis, on sait que c'est plus un numéro 2, 3, et ils ont leur qualité, et ils seront peut-être déterminants pour leur équipe à un moment pour gagner un titre. On a vu Holmgren, qui sera peut-être jamais un numéro 1 aussi, mais qui est fondamental pour OKC. Victor, il n'y a pas trop de doute là-dessus. On sait que c'est une première option en attaque, une option élite en défense, avec la capacité aussi de créer de temps en temps quand il faut. Enfin, il peut devenir tellement complet, et il est déjà, je trouve, tellement complet que la question va pas se poser bien longtemps. Là, on est dans une zone de flou un peu, mais je pense que la question va pas trop se poser, et c'est pas du chauvinisme. Il suffit, je pense même que parfois, on pondère vachement en tant que Français,
Enfin, nous, dans nos débats, hein, même moi, j'ai été le premier à dire attention, prudence, patience, il joue dans tel contexte, mais aux États-Unis, tu t'écoutes certains podcasts, c'est déjà une superstar, et je sais plus, les Bill Simmons et tout, dans leur classement, C'est c'est une top. superstar. Ouais, il y en a, il le mettait sixième meilleur joueur de la ligue, septième meilleur joueur de la ligue avant la blessure, mais et le fait qu'il n'y avait même pas de suspense, après 20 matchs, il n'y avait pas de suspense pour le trophée de défenseur de l'année déjà, vu ce qu'il était parti pour faire. Donc, ouais, là, pour répondre à la question de base, je pense oui que Victor est peut-être très probablement déjà le deuxième meilleur pivot de la ligue. Je vais t'amener vers une deuxième question à laquelle on n'aura pas de réponse, mais tu m'y fais penser notamment quand tu parles de qui peut être une première option. Tu vois, Bam n'en est pas forcément une, Şengün peut-être. J'ai fait un petit, je suis allé checker un petit peu pour les 30 équipes de la Ligue, à quel poste jouent leurs meilleurs joueurs. Alors je Mhm. l'ai fait très rapidement, il y en a sur qui peut y avoir débat. C'est un peu délicat aussi pour les postes, mais si on prend, il y a 7 arrières qui sont meilleurs joueurs de leur équipe. Je ne les ai pas nommés, hein, je suis désolé, j'ai juste mis le Mhm. chiffre. Attends. Il y aurait 9 ailiers. 9 ailiers, c'est un peu délicat parce que ça inclut dedans 2 ailiers forts. Zion et Yanis, je les ai mis en ailier. Ok. Okay, mais on est sur 9 ailiers. Il y a 9 meneurs. Et il n'y a que 5 pivots qui peuvent être considérés. Şengün, on pourrait faire passer à 6. Si Şengün, on le mettait devant Kevin Durant, c'est possible. C'est possible. Peut-être dans l'année, Şengün sera. Mais bon, pour l'instant, j'ai quand même laissé Kevin Durant. On serait seulement à 5 pivots. Et si tu prends du coup sur les intérieurs, on a 7 intérieurs ou 7-8 intérieurs sur les 30 équipes quand même, 9 meneurs et 14 arrière-ailiers. Au final, pourquoi il y a peu de pivots? Je ne suis pas sûr qu'on ait la réponse. On n'a pas la réponse, ça c'est sûr, mais on voit qu'il y a peu de pivots ou d'intérieurs meilleurs joueurs de leur équipe. Et ça rejoint le truc que moi je disais souvent et qui finira peut-être par changer avec Wembanyama. Mais construire une équipe autour d'un pivot, c'est très C'est très dur, dur. c'est très rare. C'est pour ça que les pivots ne sont jamais morts. Bien sûr qu'il y a des bons pivots. À chaque fois, on me répond ouais, mais non, qu'est-ce que tu racontes ton small ball? Regarde, il y a des pivots. Bien sûr qu'il y a des pivots en fait. C'est pas tant la question, mais construire ton équipe et ton attaque autour d'un pivot, c'est quand même aujourd'hui, ça me semble plus difficile quoi. Tu peux plus le faire autour d'un pivot traditionnel, enfin à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il faut tellement de mouvements, de capacité à tirer le jeu que le pivot à l'ancienne, oui, ça c'est mort, comme joueur majeur d'une équipe. C'est-à-dire que Rudy Gobert peut pas être le joueur majeur, le meilleur joueur de son équipe. Tu vois, ça peut être un joueur absolument crucial et déterminant, mais ça peut plus l'être. Par contre, maintenant, il faut être un pivot avec d'autres aptitudes que celles qu'il y avait pour les pivots à l'ancienne, très très fort près du cercle, dominant physiquement et tout. Mais par contre, oui, c'est le pivot en tant que tel n'est pas mort. Tu vois, l'évolution avec Bien sûr. les pivots ultra playmakers type Jokic, type Şengün, je pense que c'est pas Jokic, mais il est un peu dans cette veine-là. Les pivots à tout faire comme Victor, d'autres qui vont arriver aussi, ouais, ça peut le faire. Et c'est presque, tu vois, ça a l'air pas beaucoup, mais comparé aux discussions qu'on avait il y a 4-5 ans où on se disait, on peut plus construire du tout autour d'un pivot, remontons un peu. Et il y avait Jokic qui était cette espèce d'alien, d'ovni. Maintenant, peut-être qu'en développant des profils différents d'intérieur, et moi j'ajouterais, voilà, Zion et Yanis, c'est des joueurs intérieurs finalement, vu leur registre, même s'ils Oui, ont d'autres c'est pour aptitudes. ça qu'après j'ai C'est mis pas dans des, l'intérieur. voilà, t'as raison, c'est pas des pivots, mais c'est des joueurs intérieurs. C'est presque pas si mal finalement qu'il y ait autant de joueurs de pivots qui soient les meilleurs joueurs de leur équipe. Il y a 5 ans, je me serais peut-être dit, bah, il n'y en aura plus du tout, et ça va être des joueurs. Euh, ce seront des joueurs avec des profils différents, quoi. Je pense que Jokic et Wembanyama peuvent éventuellement parce que c'est quelque part c'est logique qu'il y ait moins de meilleurs joueurs pivots. C'est un joueur qui va avoir besoin d'un autre pour briller souvent en attaque, dans le sens il faut le servir, il faut quand même l'alimenter en ballon. Ça explique que les meilleurs joueurs souvent on veut leur donner la balle et du coup c'est des ailiers, c'est des meneurs. Je pense que Jokic, c'est d'ailleurs le seul qui a vraiment pas besoin qu'on lui donne le ballon, c'est lui qui crée pour les autres. Jokic va créer des vocations, Wembanyama va créer des vocations. Après, c'est des joueurs tellement exceptionnels, eux, tellement à part. La question, ça va être de se dire, est-ce qu'on va réussir à en former d'autres des comme ça, à en trouver d'autres des comme ça? C'est pas dit, mais tu as raison. Au moins, la question est relancée par rapport à il y a quelques années, avant l'émergence de Jokic, je dirais. Ouais. Avant l'émergence de Jokic, combien de joueurs intérieurs sont les meilleurs joueurs de leur équipe? Il faudrait qu'on regarde en 2016, mais c'est peut-être encore plus bas, hein. Ouais. Allez, on a fait le tour de cette question. N'hésitez pas à nous dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez qu'on est trop dur avec Wembanyama ou à l'inverse, est-ce qu'on est déjà trop ambitieux pour Wembanyama? Est-ce que vous avez l'impression, quelle est votre hiérarchie finalement des pivots NBA par rapport à Kat, par rapport à Embiid? N'hésitez pas à dire, par exemple, si Embiid on l'enterre un peu trop vite. Mais c'est pas vraiment enterré d'ailleurs, je pense que c'est encore un peu plus délicat avec Embiid. C'est du réalisme, malheureusement. C'est comme ça. Je veux dire,
il joue sur une jambe, c'est très difficile. Bon, on espère qu'il revienne au niveau d'il y a 2 ans et qu'il soit capable de jouer, mais c'est complexe. C'est pour ça que son cas est un peu à part. Pour ça, on a bien dit que si Embiid était à son niveau, il n'y a pas de discussion non plus à l'heure actuelle, je pense. Allez, je te propose qu'on enchaîne avec un petit peu allez, ce qui s'est passé autour de l'actualité. Ça reste léger. On sait que Chris Paul avait l'air très ému de revenir aux Clippers. Il n'exclut pas non plus d'ailleurs de jouer au-delà de cette saison. Il a changé un peu son fusil d'épaule d'un coup, même si j'aurais quand même du mal à y croire. Mais voilà, Chris Paul est content de revenir aux Clippers. C'est quand même une belle histoire, je trouve, dans l'esprit, dans l'idée, Ouais, il qui était, finissent là-bas. ouais, bah là il était devant un parterre de fans. Je sais pas quel était exactement l'événement. C'était pas une conférence de presse, hein. Mais ils sont tous mis, toute la salle s'est mis à scander CP3. Et il était à 2 doigts de pleurer. Enfin, il y a une vraie attache avec les Clippers, hein, ça c'est certain. Et je trouve pas ça si surprenant que ça qu'ils veuillent poursuivre, parce que même si, admettons qu'il, bah, logiquement en vieillissant, il va perdre un peu de, enfin logiquement il va rentrer dans le rang. Enfin c'est logique, hein, tout le monde n'est pas LeBron en plus. Par contre, tu te rends compte, tu gardes ce mec-là dans ton staff, s'il a envie de rester, de s'impliquer en tant que mentor avant de progressivement prendre sa retraite, ce serait un Udonis Haslem, mais avec encore plus de, tu vois, de QI basket et d'expérience. Et je trouve que ce serait pas mal. Mais je pense aussi qu'il peut encore apporter sur le terrain, c'est ça le truc. À San Antonio, on a vu encore quelques bonnes choses et on a surtout vu, je trouve, l'importance qu'il avait dans le vestiaire et dans la relation avec les autres joueurs de l'équipe. Donc, ouais, moi, je suis assez impatient de le voir aux Clippers. J'espère qu'il finira sa carrière aux Clippers en tout cas. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. On verra. Elle est intéressante cette équipe. C'est vraiment dommage. Je pense que tous vont quand même être motivés. Enfin, c'est vraiment dommage. Non, c'est pas dommage. C'est juste un peu triste que ce soit là maintenant en 2025 et pas plus tôt dans Mhm. leur carrière respective. Mais c'est une équipe intéressante. Allez, un mot sur l'équipe de France U18 qui s'est qualifiée pour les huitièmes de finale. Absolument, de l'Eurobasket, une équipe de France où on fait un coucou à notre ami Romain Leroy qui est assistant coach dans cette équipe-là. Donc ils disputent l'Eurobasket, ils ont traversé le premier tour avec une facilité déconcertante. Ils ont battu la Suède, la Turquie et l'Autriche. L'Autriche, le match c'était hier soir, victoire 95-56. Et donc ils affronteront la Bulgarie qui est qualifiée surprise de mercredi, donc demain à 13h30. Et si on vous dit ça, c'est parce que c'est diffusé gratuitement sur YouTube, sur la chaîne YouTube de la FIBA. On sait que nos équipes de jeunes, notamment les U18, c'est toujours intéressant de voir les futurs très très bons joueurs français, peut-être des prospects NBA et des futurs internationaux chez les A. Donc n'hésitez pas à regarder ça sur la chaîne de la FIBA. Allez, on peut enchaîner et terminer avec un mot de WNBA. Il y a des Françaises, mais d'abord, Dallas a quand même battu New York. Hum, Paige Bakers, sacré perf de son équipe et de Paige Bakers, du coup, 20 points, 6 rebonds, 4 passes, 3 interceptions et victoire des Wings, qui sont quand même l'une des plus mauvaises équipes de la ligue, absolument. contre le Liberty, l'une des meilleures équipes de la ligue. Ouais, les championnes en titre. Alors, il y a une Il manquait un mini-crise. peu, Ouais, manquait un peu de monde, non, du côté du tu peux, Liberty. ouais. Ouais. Mais il y a quand même une mini-crise parce qu'il y a eu une réunion entre joueuses à la fin du match pour essayer de mettre les choses à plat. Pour les absentes, il y a Brianna Stewart, j'en parlais Ouais. hier. Donc la blessure n'est pas censée être grave, mais elle est quand même absente. Donc c'est quand même une superstar, c'est problématique. Mais c'est bien de souligner que c'est Dallas qui a gagné ce match et pas forcément New York qui l'a perdu parce que Dallas, certes, est une équipe de bas de tableau, mais qui a des aspirations et des ambitions très grandes pour les années qui viennent. Paige Bakers qui avait été au repos au dernier match tout de suite. Voilà, moi, tu sais ce que je pense de Paige Bakers, hein, mais tu as donné ses stats avec de l'efficacité en plus de l'adresse. Et surtout, ce qui est bien là pour les Wings, c'est que Arike Ogunbowale qui traversait un peu la saison comme un fantôme, alors que c'est une multiple meilleure scoreuse de la ligue et tout. 20 points, 14 passes, c'est quand même pas, c'est pas très traditionnel pour elle, c'est pas une grande passeuse. Et voilà, là, c'est une perf un peu référence pour les Wings qui tu posais la question hier, je crois, vont à la fois peut-être réussir à retrouver le moral en gagnant des matchs ici et là, et en même temps sécuriser une place pour la loterie, ce qui reste, je pense, l'objectif principal maintenant. Le nombre de non-nigérians qu'il y a dans la WNBA, voilà, Ah bah petite oui, parenthèse, c'est ouf. Toutes les nanas, ouais, il y a plein de joueuses WNBA qui ont rien que du côté de. Pardon, je me perds dans mon raisonnement, peu importe, mais bref, ça m'a fait tilter. Allez, un autre match, c'est Seattle, pardon. Ouais, là, c'est pour ça, je venais de voir en plus le nom aussi de Nneka Ogwumike du côté de Seattle. Seattle qui a battu Connecticut 101-85, et là, des Françaises qui se sont bien mis en avant, notamment Dominique Malonga et Gabi Williams. 12 points, 6 rebonds pour Malonga, 16 points, 3 interceptions pour Gabi Williams. exactement. Alors victoire évidemment pas surprenante, même si Seattle
pris la fâcheuse habitude de perdre contre des équipes un peu inférieures pendant la saison, mais les Françaises, tu fais bien de le dire, ont été performantes. Et c'était encore un match avec beaucoup de Françaises parce que tu as donné les stats des joueuses du Storm. Il y avait Leila Lacan, bien sûr. Leila Lacan qui fait toujours des bonnes choses, toujours cette activité défensive notamment. Là, 9 points, 4 passes, 2 interceptions. Bria Hartley, on le répète, je sais qu'elle ne jouera probablement plus jamais en équipe de France, mais ça reste une internationale française titulaire avec 17 points. Et Minia Touré, son 3e match en WNBA, qui fait des petites apparitions, on la voit pas beaucoup encore pour l'instant, et elle a joué 6 minutes. Et il faut souligner dans ce match le triple-double de Skylar Diggins-Smith. 11 points, 12 rebonds, 11 passes pour la meneuse du Storm. Voilà. J'avais oublié d'ailleurs de dire, Marine Jones avait fait 9,5 passes pour le Liberty. Marine Jones moins souvent. Oui, elle fait ses matchs, mais elle est un peu noyée au milieu d'un océan de superstars. C'est la coqueluche là-bas, le public est fan, les commentateurs sont fans. Elle a plutôt une bonne adresse en sortie de banc cette année, mais elle est pas exploitée et utilisée de manière totalement optimale, ou de la manière dont on aimerait l'avoir un peu plus. Mais bon, elle est là, elle fait ses matchs, c'est irréprochable. Et j'en parlais avec Ghislain, que vous avez déjà vu sur la chaîne de temps en temps pour des podcasts sur la WNBA. On en parlait sur notre podcast du dimanche sur Swish Swish. Elle fait une super saison en défense, ce qui est très étonnant. Marine extrêmement active et engagée sur le plan défensif, vu que forcément elle touche moins de ballons en attaque. Ça, là-dessus, c'est assez remarquable. C'est marrant, elle est née presque trop tôt en fait, pour briller en WNBA. Elle fait partie des pionnières à l'échelle française, mais elle est née presque trop tôt parce qu'elle pourrait, aujourd'hui, t'imagines une Marine Johannes de 23 ans avec le même profil de joueuse, serait sans doute perçue, alors peut-être pas au Liberty, mais dans d'autres équipes, serait mise bien plus en avant, peut-être pas en option numéro 1, mais elle aurait je pense qu'elle serait titulaire avec beaucoup de ballons. Et je pense que même la Marine Johannes de 30 ans, je pense que d'autres équipes seraient ravies, sauf qu'elle, c'est un choix, elle veut être à New York. Elle pourrait aller ailleurs dans une équipe plus faible et à mon avis avoir plus de temps de jeu et plus de points, ça c'est sûr, mais c'est son choix, c'est l'expérience, elle la voulait à New York et pas ailleurs. Allez, on s'arrête là-dessus, Shai. On se retrouvera demain. On trouvera un autre petit sujet à aborder, à discuter avec vous. N'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît, ce genre de sujet. Je parle de celui sur Wembanyama, évidemment. Quand on sort un peu du cadre de l'actualité, n'hésitez pas à nous dire aussi s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde cet été. On viendra à un moment, on fera des previews, on parlera de l'Eurobasket, on fera des bilans de franchise, etc. Mais voilà, s'il y a des petits thèmes que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires. On y jette un œil, on se penche dessus, il n'y a pas de problème. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao, bonne journée. The game is out there, and it's either play or get played.